Cette traite et l'esclavage, c'est la commémoration qui concerne à la fois d'abord la France. C'est la France en 1637 la société qui a française décidé d'aller chercher les esclaves noirs en Afrique et de les ramener aux Antilles pour cultiver la canne au bénéfice de la France. Le développement de la France s'est fait au détriment du peuple africain. De déposséder de leur humanité. Nelson Mandela. Dans son article 1, la loi du 21 mai 2001 stipule « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. La France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière et l'esclavage crime contre l'humanité. Elle est également le seul État à avoir décrété une journée nationale de commémoration. Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, représentant le préfet d'Isère, monsieur le maire de Grenoble, madame la conseillère régionale, représentant le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'officier représentant le groupement de gendarmerie de l'Isère, monsieur le président du comité de traite négrière esclavage, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations, mesdames et messieurs, en ce 10 mai 2016, nous commémorons la 11e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Allocution de monsieur Nachmou Boïna au nom du collectif Traite négrière esclavage. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, Monsieur le préfet, toutes les associations présentes, Ensemble pour Haïti, Apotoni, Kazoni, Abada Capoeira, merci d'avoir honoré ce jour pour la commémoration de l'abolition de la traite négrière et esclavage. Le 10 mai est une date nationale à laquelle tous les citoyens sont conviés à partager cette journée de mémoire en hommage aux victimes de l'esclavage. Car il est aussi l'histoire de la France et de tous ses citoyens. Nous sommes ici réunis pour commémorer l'abolition de l'esclavage qui fut officiellement déclarée le 27 avril 1848, soit 168 ans aujourd'hui que l'esclavage fut aboli dans les anciennes colonies françaises. Pourtant, une soixantaine d'années plus tôt, après la Révolution française, les philosophes des Lumières avaient pensé l'universalisme qui déclara les hommes libres et égaux en droit. Cependant, le Code noir avait déjà institutionnalisé le traitement des esclaves, notamment en leur octroyant le statut juridique de meuble selon l'article 44. Et bien avant, l'Église, en accord avec la bulle du 8 janvier 1454 du pape Nicolas V, avait décrété que l'homme noir n'avait pas d'âme pour légitimer sa traite. L'homme noir étant considéré dépourvu d'humanité, demeurant en dehors de ses principes universalistes par le prétexte du racisme qui, dès son origine, justifiera cette traite pour des intérêts purement capitalistes. Ainsi est justifiée l'abomination. Cette abomination qui durera près de 400 ans. Cette abomination qui touchera plus de 12 millions d'âmes, parmi lesquelles des enfants seront déportés massivement sur plus de 14 000 km. Ces victimes qui ne sont plus des êtres humains, mais uniquement des outils de profit pour le capitalisme et l'avidité des pays esclavagistes. Oui, le capitalisme prime alors sur l'humanité. Et c'est le marché européen qui en était le diapason. Mais dans le processus, en réalité, ce sont des hommes, des enfants, des femmes qui sont sacrifiés dans l'unique but de produire. Racialisé, puis chosifié, l'homme noir devient un meuble. Un meuble que l'on déplace d'un continent à l'autre, qui telle une machine, comme toute machine, dépourvue d'âme n'a pour but que de remplir sa fonction. Comme toute machine, elle a trait à une industrie.
comme toute machine, elle produit. Seul l'instrument diffère, mais le procédé lui reste moderne pour nous. La mécanique est de chair et l'essence est de sang. 4 siècles d'un commerce triangulaire infâme. Pour qu'un bateau ne circule jamais à vide, il partait de Nantes ou Bordeaux chargé de toile, de verroterie, d'armes à feu, échangé en Afrique contre les Africains capturés. Dans les Antilles, les Amériques, avec le bénéfice de la vente des esclaves, on achète du sucre, des épices, du tabac, du café, de l'or, de l'argent pour approvisionner l'Europe. Le triangle se referme ainsi sans gaspillage et au bénéfice de nombreux commerçants propriétaires de bateaux et bourgeois des villes négrières avec la participation de l'État. Ce crime contre l'humanité est sordidement complet. Oui, l'homme noir fut racialisé. Oui, l'homme noir fut déshumanisé. Oui, l'homme noir fut réduit en esclavage. Seulement, le crime dont on parle aujourd'hui s'exprime encore différemment. En effet, il s'agit de sociétés détruites, de civilisations complètement déstructurées, de cultures anéanties ou simplement d'un génocide organisé. Il s'agit encore de razzias sauvages et violentes, de traite dans des bateaux dans des conditions morbides, où les esclaves étaient traités comme du bétail. Il s'agit aussi d'une oppression meurtrière dans les plantations, de fleurs de lys au fer rouge pour les nègres marrons, de coups de fouet parfois assassins pour certains esclaves brigands, de chiens chasseurs d'esclaves, ou encore de viols impunis des femmes esclaves. Cette liste déjà bien trop longue et tristement frémissante ne se termine malheureusement pas ici. Les conditions des esclaves sont définies en ce qui concerne les colonies françaises par le Code noir, rédigé et dicté par Louis XIV en 1641. Code de la honte qui prévoyait toute une échelle de peine tout aussi brutale qu'infamante. L'article 38, par exemple, stipulait que le maître avait droit de vie et de mort, qu'il était autorisé à leur couper les oreilles à la première tentative de fuite, à jarrer à la deuxième, et à les pendre ou à les écarteler à la troisième. Marqués comme des bêtes, fouettés, torturés et pendus avec l'encouragement de l'État. Un crime qui, pour le Code noir, a causé des maux, mais aussi des cicatrices qui sont perceptibles aujourd'hui dans les conditions d'existence socio-économique et culturelle des Afro-descendants et des Africains. Un crime qui a laissé un traumatisme psychologique et qui a conditionné les mentalités en installant ainsi un vrai complexe social et identitaire. 2 siècles ne suffiront pas à guérir 400 ans d'esclavage et de conditionnement psychologique. Un conditionnement bien établi qui, par le Code noir et un manuel écrit par l'esclavagiste William Lynch, dont je vais vous citer l'extrait d'une de ses lettres destinées aux esclavagistes des colonies. Je cite: « Je dispose d'une méthode qui vous permettra de contrôler définitivement vos esclaves noirs et qui a fait ses preuves dans ma propriété. Je vous garantis à tous que si vous l'appliquez correctement, elle vous permettra de contrôler les esclaves pendant au moins 300 ans. Ma méthode est simple. Tout membre de votre famille ainsi que vos ouvriers blancs peuvent l'utiliser. Je fais ressortir un certain nombre de différences parmi les esclaves. Il me suffit de les reprendre, ces différences, de les agrandir, de les exagérer. Puis je suscite la peur, la méfiance, l'envie, afin de les contrôler. Par exemple, prenez cette liste de différences: l'âge, la couleur de la peau, l'intelligence, la taille, le sexe, la superficie des plantations, l'attitude des propriétaires, le lieu d'habitation des esclaves, le type de cheveux des esclaves ou la taille des esclaves. Ce crime contre l'humanité est sordidement complet. Un crime reconnu par l'État français en vertu de l'article 1 de la loi Taubira de 2001 qui stipule, je cite: « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constitue un crime contre l'humanité. » Un crime qui n'a jamais même inquiété ses auteurs, jamais officiellement identifié. Le crime presque parfait qui n'a jamais même fait l'objet d'une réparation quelconque. Un crime donc impuni. Le 30 avril 1830, les colons esclavagistes, à force de revendiquer
revendications ont obtenu une loi sur l'indemnité des colons. Une indemnité qui variera en fonction de la colonie et qui soit reversée par esclave. Les esclavagistes de la Réunion reçurent 711 francs. Ceux de Guyane, 624 francs. Ceux de la Guadeloupe, 469 francs. Ceux de la Martinique, 425 francs. Ceux du Sénégal, 225 francs. Ceux de Nosibé et Sainte-Marie, 69 francs. Voilà que les auteurs même d'un crime se voient réparés. Mais qu'en est-il donc des esclaves? Parmi les injustices liées à l'esclavage, on peut citer l'ignoble dette haïtienne. 400 années de travail pour finalement récolter une dette colossale de 150 millions de francs or, soit l'équivalent de 17 milliards d'euros. Le poids d'une dette vieille de 200 ans qui pèsera lourdement sur le devenir du pays et son développement. Haïti aura honoré cette dette illégitime qui sera définitivement soldée en 1952, soit il y a à peine une soixantaine d'années. Une somme qui sera directement perçue par la Caisse des dépôts et des consignations, donc directement par l'État. Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai la dette que nous avons, nous disait Monsieur le Président. Sans préciser de quelle manière, lors de sa dernière visite sur l'île, notre Président avait en effet, sans même le consentement des Haïtiens, acquitté cette dette de façon morale. Si cette journée sert de commémoration de l'abolition de cette horreur qui était la traite négrière, elle est aussi l'occasion de louer les résistances qui, à tous les niveaux, se sont vaillamment érigées contre cette barbarie. Effectivement, le 27 avril 1848, c'est la date dont l'histoire se rappelle et Schœlcher le nom qu'elle a retenu. Il est ainsi justice de rendre hommage à d'autres figures d'opposition et à d'autres symboles de contestation dans la Caraïbe et en Afrique. On peut notamment citer le 11 novembre 1811 dans la ville de Saint-Leu sur l'île de la Réunion. 100 esclaves s'insurgissent contre les esclavagistes. Le 18 février 1766, le Mermin est un navire négrier hollandais et les esclaves qu'il transporte de Madagascar au Cap, en Afrique du Sud, se révoltent et prennent possession du navire. La Martinique se souvient du 21 au 22 mai 1848, jour où les esclaves se sont défaits de leurs chaînes. À Saint-Pierre, capitale économique du pays, comme un battement de tambour avait retenti pour prédire l'imminente libération du peuple. C'est un esclave, Romain, qui sera arrêté pour avoir joué de son tambour traditionnel. Son arrestation provoquera ainsi une révolte des esclaves dans la nuit du 21 au 22 mai qui mettra la ville à feu et à sang. Durant cette nuit, ce sont plus de 2000 esclaves qui s'insurgissent. Par leur courage et leur détermination, les esclaves martiniquais ont arraché eux-mêmes leur liberté avant que le décret d'abolition n'arrive en Martinique. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais je tiens à revenir sur un événement qui me tient à cœur et je souhaite partager avec vous une citation que nous pouvons trouver ici en ces lieux sur la plaque mémoriale à l'honneur de Toussaint Louverture. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs qui repoussera par ses racines car elles sont profondes et nombreuses. Ces paroles sont les derniers mots de Toussaint Louverture avant d'être déporté en France. De 1791 à 1804, la révolution haïtienne constitue sans doute la première révolte d'esclaves réussie connue de toute l'histoire des Noirs. Dans la nuit du 14 au 15 août 1791, c'est lors de la cérémonie vautour du Bois Caïman que la révolution des esclaves commencera. Ce sont des hommes vaillants tels que Boukman, assisté de Jean-François et Biassou, qui dans un premier temps mèneront cette révolution. Par la suite, un homme réussira à mener une lutte victorieuse contre les troupes napoléoniennes et libérera Saint-Domingue de l'esclavage. Une révolution qui par la suite donnera naissance à la première République noire proclamée le 1er janvier 1804. Je citerai ensuite un proverbe ivoirien. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Démontre bien l'importance des résistances et de leurs récits
tant dans un souci de rétablissement de la vérité historique que pour la reconnaissance et la fierté d'un peuple. Enfin, j'aimerais tout particulièrement rappeler l'importance de partager cette journée nationale. Aussi, je voudrais exprimer mon sentiment qu'il n'y ait pas plus d'engagement de cette journée pour qu'elle soit plus exposée ou considérée. En effet, qu'est-ce qui a été fait en matière de communication pour informer ou sensibiliser nos citoyens sur une telle journée nationale? Au-delà de l'abolition, la journée devrait permettre une réflexion générale sur l'ensemble de la mémoire de l'esclavage trop longtemps négligée, car elle est aussi l'histoire de la France. De quelle façon la mémoire de l'esclavage peut trouver sa juste place dans le programme de l'école primaire, du collège et du lycée? Enrichir notre savoir, c'est le moyen d'établir la vérité et de sortir de polémiques inutiles. Merci. Monsieur le maire de Grenoble. Monsieur le directeur de cabinet du préfet de l'Isère, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant du groupement de gendarmerie, Mesdames et Messieurs les représentants des associations et vous tous rassemblés pour cette journée importante. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer l'abolition de l'esclavage qui a broyé plus de 15 millions de personnes. Et donner tout son sens à cette cérémonie, c'est profiter de ce moment pour nous demander ensemble que faut-il faire pour faire société et ériger une république. De quoi avons-nous besoin pour vivre ensemble dans le respect et dans l'égalité, pour vivre ensemble dans la liberté? Bien sûr, chacun, selon sa sensibilité, selon ses aspirations, selon ses inquiétudes, selon ses espérances, chacun peut apporter la réponse qui lui est propre, et cette diversité est précieuse. Mais au-delà de toutes nos différences d'approche, il est un ingrédient, une réponse qui les surpasse toutes et qui nous rassemble. De quoi avons-nous besoin pour faire société? De dignité et de vérité. Perdre de vue la dignité, refuser à la personne humaine ses droits fondamentaux, trier, hiérarchiser, c'est prendre le chemin de la violence, c'est prendre le chemin de la division. C'est déchirer la société et bientôt déchirer l'humanité. C'est voir une partie d'entre elles traitée comme un bien meuble, selon la formulation du code noir, le code de la honte. Et perdre de vue la vérité des faits, préférer ne pas voir, tordre l'histoire, ciment de notre collectivité, c'est tricher avec les principes et c'est refuser la justice à ceux qui ont tous souffert. C'est finalement prolonger la violence par d'autres moyens. Dans notre pays, mesdames et messieurs, l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière, a été marquée par ce double oubli. L'oubli de la dignité humaine, d'abord, qui a rendu possible cette abomination. L'oubli de la vérité, ensuite, et pendant longtemps, puisqu'il nous a fallu attendre le mois de mai 2001, la loi Taubira, il y a seulement 15 ans, pour que le Parlement français reconnaisse que la traite négrière et l'esclavage perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, constituent un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité auquel la France a massivement participé, puisque en déportant de 600 000 à 900 000 personnes entre le XVIe et le XIXe siècle,
Notre pays a été le troisième plus grand État esclavagiste de la planète, avec l'Angleterre et le Portugal. Avec la loi de 2001, la France est aussi devenue le premier pays, cela a été dit, à sortir des controverses, à reconnaître l'esclavage pour ce qu'il a été dans toute sa vérité historique. Le premier pays également à faire du 10 mai une journée nationale pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il n'est pas possible de demander pardon, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de dire que non, il n'y a pas une histoire de France amputée, et non, il n'y a pas des histoires de France. Il s'agit de dire que oui, il y a une seule histoire de France. Une seule et même histoire, parfois abjecte et douloureuse. Une seule et même histoire, parfois aussi grandiose et entraînante. Et c'est dans ce récit commun, dans la responsabilité de la puissance publique, que nous permettons à chacun de retrouver les siens et de se sentir partie prenante de ce grand projet qu'est la France. Je ne crois pas qu'une société pétrie de tabous, engluée dans le silence, soit une société durable. On ne gagne rien à accumuler les zones d'ombre. C'était vrai hier jusqu'en 2001 pour la question de l'esclavage. Et le chemin reste encore long à parcourir aujourd'hui. Les tabous et les sujets ne manquent pas, les injustices aussi. Nous avons pu le vivre il y a quelques jours à peine. Le besoin de reconnaissance officielle, les massacres de Sétif, Guelma, Guérat, continuent de vivre plus d'un demi-siècle après ces violences. J'ai dit que la responsabilité de la puissance publique, c'est de bâtir un récit commun où chacun pourrait trouver sa place pour avancer ensemble. Le rôle de la société civile est lui aussi essentiel. Je ne crois pas aux ruptures, je crois aux mobilisations. Je crois aux vérités qui cheminent. Parfois, elles peuvent aboutir à des ruptures. Mais le plus important, ce sont ces mobilisations et ces vérités qui cheminent. Professeurs, journalistes, associatifs, organisations non gouvernementales, poètes, musiciens, écrivains, citoyens, parents, pour faire advenir une société de dignité et de respect, la mobilisation continue est indispensable. Et c'est grâce à elle, aussi, hier, que la loi Taubira de 2001 a abouti. Ce sera aussi grâce à cette mobilisation et à la vigilance que demain, d'autres vérités rejoindront ce grand récit commun qui porte notre société. En ce 10 mai 2016, nous sommes rassemblés ici, à Grenoble, pour commémorer l'abolition, pour rendre hommage aux millions de victimes, rendre hommage à l'énergie infatigable de celles et ceux qui se sont mobilisés pour que la vérité soit connue et reconnue. Vous le savez, Grenoble, notre ville, est pétrie de valeurs fortes, de valeurs citoyennes exigeantes. Nous avons la chance de construire ensemble, jour après jour, une cité qui ne triche pas, qui ne triche plus et qui se veut durable. Dans la marche pour la reconnaissance, ensemble, appuyons-nous sur ces atouts, sur les valeurs de notre ville, transmises de génération en génération. Avançons ensemble, infatigablement, pour la vérité et pour la dignité. Je vous remercie. Représentant le préfet d'Isère. Monsieur le maire, madame la conseillère régionale, mon colonel, président, chers amis ici réunis aujourd'hui de l'ensemble des tissus associatifs que vous représentez, mesdames et messieurs, chaque 10 mai est organisée une cérémonie pour que ne soit pas oublié
ce que fut la tragédie de l'esclavage et le combat pour son abolition. Cette déportation en masse a duré plusieurs siècles, à l'échelle de plusieurs continents. Razzia, capture dans les villages d'Afrique d'hommes, de femmes, d'enfants, enchaînés à fond de cale. Cette monstrueuse entreprise a considéré qu'un être humain, à cause de sa couleur de peau, pouvait être réduit à l'état de marchandise. Et on l'a dit, le ravalait selon le code noir de 1685 au rang de bien meuble, déniant ainsi leur humanité et leur citoyenneté. Cette journée du 10 mai, dont la portée est universelle, trouve son prolongement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la lutte contre les formes d'esclavage contemporain. Et le lien entre l'histoire de l'esclavage et sa mémoire contemporaine, avec notamment la déclaration de Louis de Grèce en 1802, lorsqu'il exprime le dernier cri de l'innocence et du désespoir en faveur de la liberté universelle, en refusant de se rendre aux troupes napoléoniennes venues rétablir l'esclavage. Mais aussi en l'adoption, nous l'avons dit tout à l'heure, le 21 mai 2001, et à l'unanimité de la représentation nationale, de la loi reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Cette journée rend hommage aux esclaves, à leur contribution aux idéaux républicains et à la richesse culturelle de la France. Elle invite chacun et chacune d'entre nous à se pencher sur ce passé pour diffuser un récit partagé et renforcer la cohésion nationale. C'est la raison pour laquelle il est si important de se rappeler l'actualité des combats pour les idéaux républicains et contre toute forme moderne d'esclavage dans le monde. Le combat pour l'abolition est l'œuvre d'humanistes. L'abbé Grégoire, une rue à Grenoble porte son nom d'ailleurs, Victor Schœlcher, nettement plus connu, mais aussi d'esclaves, Ignace et Tudor. Ils ne sont pas résignés à leur sort pour contribuer à leur propre émancipation. Si l'esclavage a disparu en France, le rejet, le mépris et la peur de l'autre sont parfois toujours là. Nous pensions en avoir fini. Et malheureusement, cette ségrégation n'est parfois pas morte. Elle prend d'autres formes, d'autres visages. Et elle est combattue, sans répit, sans faiblesse, comme toute discrimination. Ce poison contre l'égalité. Il y a encore des endroits où la couleur de peau peut déterminer un statut, peut condamner à l'humiliation, à la servitude. Des circonstances où l'origine est un frein à la jouissance des droits fondamentaux de notre société. Le Premier ministre a d'ailleurs fait de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations une grande cause nationale. Bien sûr, il n'y a pas lieu de confondre ce qui a été hier, la traite et l'esclavage, en tant que processus industrialisé et socialement accepté, et de l'incrimination telle que l'esclavage, le travail forcé, la servitude ont été introduits dans le code pénal. Les sanctions sont prévues et sévères. En ces temps parfois troublés, où ceux qui ne croient pas en l'avenir veulent trouver le refuge dans le repli, l'antipathie, la détestation de l'autre, certaines personnes nous font la démonstration que les différences s'entrelacent
et s'embellissent ensemble. C'est ce que cherchent à garantir les principes fondamentaux de la République et notamment de la laïcité. La laïcité est en effet un principe d'organisation de la vie en commun qui fait coexister les croyances, les non-croyances, les appartenances, les origines, les conditions, les singularités et offre une seule appartenance collective qui dépasse toutes les autres, l'appartenance à la République. Cette appartenance à la République permet de vivre une liberté émancipatrice et la liberté, c'est, nous n'oublions pas, une responsabilité dont les peuples, comme les êtres, doivent savoir être dignes et continuer à se battre pour elle, au nom du progrès et de l'humanité. Notre responsabilité, c'est encore de donner un avenir à cette mémoire, comme nous le faisons aujourd'hui, de regarder vers demain en se rappelant les messages d'Aimé Césaire. Non, ce ne sera jamais réglé. L'histoire ne s'efface pas, on ne la gomme pas, on la fait sienne. Il s'agit de choisir la mémoire, la vigilance et la transmission pour réparer l'oubli et de l'occultation du passé. La France est fière de sa diversité. Tous les citoyens, à travers leur identité, leur singularité, leur parcours, leur origine, sont plus que des héritiers. Ils sont les bâtisseurs de notre avenir. Vive la République et vive la France. Cynthia Jean-Pierre interprète l'hymne haïtien. Pour Haïti, pays ancêtres, c'est pour marcher, mais dans la main, non mi-temps, parfaite pour gagner traite, c'est nous pour celle mettre nous en nous marcher. Mais non, la main pour Haïti, Kavin pi belle. En nous, mettez ensemble. Pour Haïti, oh non, tous ancêtres, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Nous procédons au dépôt des gerbes. Gerbes du comité traite négrière esclavage.
gerbe de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déposée par Madame Nathalie Béranger, conseillère régionale. Gerbe de la ville de Grenoble, déposée par son maire, M. Éric Piolle, accompagné des élus du conseil municipal. Gerbe de la République française, déposée par M. Alexander Grimaud, sous-préfet, directeur du cabinet, accompagné du représentant du groupement de gendarmerie de l'Isère. Merci de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire des victimes de l'esclavage. Je vais maintenant laisser la place aux enfants de Abada Capoeira et la Batucavi. Ils vont vous donner un petit spectacle et ensuite nous vous proposerons le verre de l'amitié dans le hall de la Maison internationale. Rendu par qui? Jade, Iman et Seya de la Batucavi. Le tambour, symbole des luttes et du refus de l'esclavage, a toujours été présent dans toute la Caraïbe et les Amériques. C'est lui qui a permis aux esclaves de retrouver en permanence l'humanité que le système esclavagiste leur refusait, que ce soit par le code noir dans les colonies françaises, puisqu'ils étaient assimilés à des meubles, ou que ce soit par le comportement répugnant et barbare des esclavagistes. Le grand mouvement de résistance des esclaves noirs, le marronnage qui a pris naissance dans toute la Caraïbe et les Amériques dès la première déportation des Africains, s'est réalisé grâce et avec le tambour. Partout, ce tambour est présent et rappelle les luttes incessantes des afro-descendants. En Guadeloupe, les rythmes associés aux lévoses font même trembler l'assistance lors des soirées Woka. Le lévose est un rythme essentiellement de combat créé pour faire peur aux esclavagistes. En Martinique, c'est sous une autre appellation que l'on trouve des rythmes de combat préparant les Noirs à la lutte et à la révolution. Il s'agit du bélé ou d'ornier. En Haïti, ce sont ces tambours qui rythmeront la cérémonie du bois caïman à l'origine de la révolution haïtienne qui donnera naissance à la première République noire. En Honduras, où les esclaves furent amenés pour couper du bois précieux, c'est aussi sous les sons du tambour du Belize que les luttes des esclaves furent menées. Dans de nombreux pays d'Amérique centrale, le tambour influence encore les régions
notamment des musiques appelées les Yarifuna, signifiant les Caraïbes noirs. Au Brésil, l'ère de marronnage, l'héritage africain des esclaves, donnera naissance à un art martial, la capoeira, autour des rythmes de la savane.
juste pour finir, les tambours de Kalaja. Kalaja, s'il vous plaît. Bonsoir. À nous chanter pour you, pour nous pas jamais oublier nous. On va passer pour you, pour souffrance que you passé. À nous chanter pour you, pour nous pas jamais oublier you. On va passer pour yo, pour souffrance que yo passé. Yo te enfin la